journée, je sais, tout le monde est un peu fatigué, mais je vous invite à vous rasseoir pour la dernière et passionnante session que nous allons avoir, avec des projets et des initiatives passionnantes qui vont nous être présentés, toujours sous la conduite de Jean-Christophe, que je remercie encore pour sa modération excellente. Comorde, j'ai prévu Khalid Choukri en premier, Roberto Navelli, et vous ensuite. Ça vous va? Oui, je vous poserai des, enfin, je pose des questions. Ah, vous posez quoi? Moi j'ai une présentation. Ouais. Faut pas trop qu'on ait des tunnels. Et on a combien? On a 30 heures, ça va? Nous on m'a dit présentation pour une demi-heure. Ouais, c'est un quart d'heure maximum. Alors, donc, comme le disait Claire, c'est notre dernière table ronde. Présentation de projets innovants. Donc, c'est la table ronde des entrepreneurs. Je suis très, très honoré d'avoir été conservé sur cette table. Alors, je vais adopter le même protocole que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais vous demander successivement, en une phrase, de vous présenter, et puis on redistribuera la parole ensuite. Isabelle Andrieux. Bonsoir. Je me présente? Oui. Ok. Bonsoir à tous. Isabelle Andrieux. Moi, j'ai préparé ma présentation en italien, donc je ne savais pas. Mais donc, je suis entrepreneuse. Je suis cofondatrice de Translated.com. C'est une agence de traduction qui existe depuis 1999, qui se base sur une symbiose entre la technologie et l'humain. Donc, on a beaucoup de technologies depuis 1999 pour aider nos traducteurs, nos clients, à être plus efficaces, plus rapides. Donc, je vais parler un petit peu de tout ça. Bonjour à tous, Khalid Choukri, je suis le secrétaire général d'une organisation européenne qui s'appelle ELRA, Association pour les ressources linguistiques, qui a été établie par la Commission européenne avec le soutien de la délégation générale à la langue française et aux langues de France en 1995. Donc ça date un petit peu et c'est tout ce qui tourne autour des ressources linguistiques pour les technologies dont on va parler tout à l'heure. Roberto Navigli, professeur des universités chez Sapienza Université de Roma. Je suis aussi un entrepreneur cofondateur d'un spin-off universitaire Babelscape. Je fais recherche dans le domaine du traitement automatique de la langue multilingue. Merci. Alors, ce matin, le professeur Riccardi, lui aussi, nous a mis sur une belle lancée en nous disant, j'ai pris note de sa phrase, la langue est vecteur de tradition et d'innovation. Alors ça, c'est la langue. Ce dont on va parler maintenant, c'est la langue au prisme du numérique, c'est-à-dire la langue au travers
des artefacts induits par l'interface numérique précisément. On n'est pas dans la langue elle-même, mais on est la langue au travers du numérique. Le numérique, et là c'était Rémi Guittet qui l'a dit admirablement, le numérique comme une sorte d'épiderme, en quelque sorte, qui nous met en contact, à sa manière, avec le monde. Donc, cette langue au travers du numérique, c'est votre propos à tous, comment peut-elle être un facteur d'innovation? C'est la question, en quelque sorte, que nous posent les promoteurs de ce séminaire. Alors, je vais commencer par vous, Khalid Choukri, en vous demandant peut-être, là aussi en remontant un peu le prisme, de nous dresser un panorama de l'écosystème français des technologies des langues, et nous dire d'ailleurs au passage si les institutions publiques et privées prises ensemble constituent d'ailleurs un écosystème. Merci beaucoup. Peut-être juste avant de commencer, on est dans le pays d'Umberto Eco qui a été cité tout à l'heure, on vient de chez Michel Foucault, et nos collègues tout à l'heure disaient on voudrait que ces technologies-là pensent dans notre langue. Et en fait, ces technologies ne pensent pas, elles regurgitent. Et c'est là le drame. C'est-à-dire que dans la plupart des technologies dont on pourra parler dans la session, on est sur un paradigme d'apprentissage. On va donner à ces machines des milliards et des milliards de phrases, avec des phrases qui sont bien construites, des phrases mal construites, des faits qui sont véridiques et des faits erronés, et elles vont regurgiter ça d'une manière ou d'une autre. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention à la manière dont on les décrit. Pour revenir sur le monde industriel, je pense que les plus jeunes d'entre nous aujourd'hui ici se rappellent sans doute pas qu'il y a quelque temps, il existait une très très belle société en Italie qui s'appelait Olivetti, le Xelt. En France, on avait Alcatel, Matra, etc. Aujourd'hui, quand on parle de technologie, la première chose qui vient à l'esprit, c'est GAFAM. C'est les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Des fois, on oublie que de l'autre côté de l'horizon, on a les Batax, les Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, qui arriveront un jour. Yandex peut-être du côté de la Russie. C'est vraiment les acteurs majeurs. Maintenant, quand on commence à parler des personnes, on utilise tous Siri qui est dans nos téléphones, pour ceux qui l'utilisent. La personne qui était derrière, ou une des personnes qui était derrière, Luc Julia, il a fait ses études à Paris 6, son doctorat à Télécom Paris, et il a dû partir aux États-Unis. Quand on parle de l'intelligence artificielle chez Meta, c'est Yann Lequin, prix Nobel, l'équivalent du prix Nobel d'informatique, le prix Turing, en 2018, avec Yoshua Bengio, franco-maroco-canadien. Donc, et il y a quelques années, quand l'équipe de Google travaillait sur la traduction automatique, on plaisantait en disant que l'équipe parlait allemand, parce que c'était essentiellement les étudiants de Aix-la-Chapelle qui avaient été recrutés par Google pour travailler. Donc c'est un petit peu cet écosystème qui me rend un petit peu mal à l'aise. Si on remonte sur la recherche, puisque c'est un peu l'objectif de la discussion, le premier gros programme sur la traduction automatique, c'était DARPA, donc les Américains, mais très très vite, il y a eu Sistron en France, il y a eu même Orotra qui était un très gros programme européen sur la traduction automatique. Donc depuis le début, ensuite il y a énormément de projets. L'organisation que je dirige a été créée par Bernard Quemada, donc des GLFLF, Antonio Zampoli de Pise, Don Martin Monicio de l'Académie royale espagnole et d'autres.
Bernard Cerchellini qui est avec nous aujourd'hui. Donc il y a quand même un écosystème qui a permis de mettre en place les briques qu'il fallait. Le problème, c'est qu'on a collecté des milliers de locuteurs en français de France, du Maroc, de Tunisie. On a collecté l'espagnol parlé en Espagne, en Amérique du Sud, le hindi parlé en Inde. Aujourd'hui, quand vous prenez votre smartphone, c'est soit un iPhone de chez Apple, soit un Samsung, soit un Huawei, etc. Donc on a les bonnes intuitions technologiques, les bonnes initiatives politiques, mais dès qu'on veut passer de ces réalisations de recherche vers l'industrialisation, vers l'entrepreneuriat, il y a une barrière. Et on se retrouve aujourd'hui avec la traduction automatique essentiellement avec les 3/4 qui viennent des États-Unis ou de Chine, la reconnaissance de la voix, le résumé automatique, etc. Donc c'est ce côté-là, mais bon, heureusement, on a quand même des entrepreneurs européens qui viennent pallier à cet esprit-là. L'Europe a financé depuis les années 80 toute la recherche qui aboutit à l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. L'anecdote qu'on se racontait, jeune étudiant, on avait déjà les systèmes experts, c'est vraiment la base de l'intelligence artificielle. On avait programmé l'histoire de France et il y avait qui a tué Henri IV. Et un de mes étudiants qui disait oui, mais Ravaillac, qui a tué Ravaillac? Comment on ne sait pas? Il a dit je vais mettre Henri IV. Donc on avait dans les règles qui a tué Ravaillac, Henri IV. Donc c'est des choses qu'on a depuis pas mal de temps en France, mais on n'arrive pas à passer vers le côté réalisation. Ce qui est bien, c'est que pour la première fois en Europe, on a une initiative, c'est Altédic, que Philippe Gelin et Thibaut Grois ont mentionné tout à l'heure, qui est censée être une infrastructure pérenne pour mettre en œuvre tout ce partage de ressources linguistiques qui permettent aux Européens d'aller au-delà. Et je pense que c'est là le problème majeur de l'innovation, c'est comment on peut avoir nos propres données pour que si demain les systèmes experts, les systèmes d'intelligence artificielle doivent répondre à nos questions, il y a un fonds européen souverain qui a alimenté toutes ces technologies-là. Merci. Du coup, je vais poser la même question à nos interlocuteurs d'Italie, Roberto et Isabelle, mais avec une réponse courte, non pas que Khalid a abusé du temps de parole qu'on lui avait donné, mais dans la distribution, je voudrais après qu'on revienne sur vos propres réalisations. Mais y a-t-il un écosystème des technologies des langues, de votre point de vue, dans votre pays? J'avais une présentation, mais je peux répondre à la question. Oui, ça va. Si j'ai bien compris, il y a aussi en Italie un besoin de ressources. Les ressources sont fondamentales et on a besoin de partager ces ressources. Moi, je suis un informaticien et il y a beaucoup de... la partie technique est on a besoin d'expérimenter, mais on sait comment, par exemple, répliquer la partie informaticienne de ChatGPT, etc. Mais le problème est surtout la disponibilité des données. Et ça, les données en plusieurs langues et de faire des efforts qui sont partagés avec plusieurs groupes de recherche. C'était ça la question ou parce que moi, je n'ai pas dit, mais j'ai étudié le français seulement à l'école et je ne le pratique pas beaucoup. Je parle seulement anglais. Oui, je peux parler italien, mais
peut-être la présentation, je la ferai en italien, mais on va pratiquer un petit peu. Désolé pour mon français. Je vais me retourner du côté d'Isabelle Andrieux. Sur cette idée préalable, sur ce premier moment d'exploration qui est sur quelles ressources on peut s'appuyer, sur quelle base on peut s'appuyer, notamment pour la langue italienne. Alors moi j'ai une vision un peu plus ample que la langue italienne parce qu'on travaille à l'international. Donc pour nous c'est clair qu'il y a un besoin sur les langues principales, les 5 langues principales, mais il y a un besoin énorme sur les langues un peu plus rares, et c'est un peu ça l'opportunité. Donc nous, on s'aide, c'est une collaboration entre les traducteurs, nos clients, etc. Donc essayer de récolter les données qu'on peut pour pouvoir améliorer les machines et pour pouvoir être plus performant et donner un input à nos traducteurs qui est de meilleure qualité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, mais vous aurez l'occasion juste après de pouvoir développer sur vos propres projets le propos. Donc je vais revenir vers Roberto. Donc vous êtes le créateur et le promoteur de Babelnet. C'est comme ça que vous êtes présenté. Alors, spontanément, je me suis dit, mais c'est formidable, c'est la transition idéale avec la table ronde qui précédait. Babelnet m'a l'air d'être, mais vous allez le décrire, un instrument très riche pour une découvrabilité multilingue des concepts eux-mêmes, pas forcément, pas immédiatement des contenus, comme ce que Susanna Fiorini nous a décrit, mais sur le plan des concepts, ça me paraissait être un outil décisif de découvrabilité. Donc, est-ce que vous pouvez, du coup, en italien, nous décrire la portée de ce projet et de nous en faire comprendre toute la complexité? C'est merveilleux parce que la question est en français. Je vais parler en italien si ce n'est pas un problème. Et la présentation, voilà, est en anglais. Non, oui, est en anglais. C'est seulement la première. C'est du globish. Alors, switching to Italian. Ho preparato una presentazione sui progetti innovativi, visto che questo era il tema, e in particolare sui progetti che sia come Sapienza che come Babelscape ho seguito e seguo da diversi anni. Il primo è un progetto storico che è iniziato nel 2009, fine 2009-2010, quindi parliamo di quasi 14 anni. Un progetto di grandissimo successo che è ancora in vita e probabilmente durerà almeno per tutta la mia vita. Ed è un progetto che mira a creare un dizionario multilingue, enciclopedico, mettendo insieme risorse aperte. Quindi Wikipedia, Wiktionary, WordNet, Wikidata e molte altre risorse anche specifiche di dominio. Questo progetto si chiama Babelnet e quindi mette insieme sia le informazioni lessicografiche che troviamo nei dizionari, sia le informazioni enciclopediche. L'obiettivo di Babelnet non è primariamente quello di creare il dizionario multilingue, ma è quello che è comunque un obiettivo del progetto, ma è quello di abilitare l'indicizzazione semantica dei testi indipendentemente dalla lingua di partenza. Quindi in questo esempio avete 4 lingue, per esempio le cuisiniers ont senti renifler le gâteau, oppure il cuoco ha annusato la torta, e l'idea è di poter associare alle parole o alle polirematiche del testo i concetti sottostanti, quindi il concetto che poi noi andiamo ad esprimere. Questo concetto è sperabilmente indipendente dalla lingua, il più possibile chiaramente, poi ci sono dei problemi culturali per cui alcuni concetti non sono sempre esprimibili in tutte le lingue, però nella maggior parte dei casi questi concetti sono indipendenti dalla lingua, quindi noi andiamo ad associare un entry, una voce, che poi quindi che costituisce un indice semantico della parola o di una porzione del testo. E quindi questo abilita quella che si chiama la semantica multilingue.
Questo è possibile creando una singola voce di un dizionario come un insieme di sinonimi, di lessicalizzazioni che in tutte le lingue sono utilizzate per esprimere un certo concetto. Ad esempio qui vedete alcune delle lessicalizzazioni di automobile, ad esempio in francese voiture, auto, automobile, in italiano autovettura, macchina, auto, eccetera. Ora, questo sembra banale, nel senso che è un'estensione di un dizionario bilingue a un dizionario multilingue, però in realtà è molto più di questo. Infatti non a caso questo progetto in oltre 10 anni di successi è stato pluripremiato, è stato descritto in riviste, articoli di giornale ed è anche stato premiato dallo European Research Council come un progetto tramite addirittura il quale l'ERC, l'European Research Council, avrebbe trasformato la scienza, che è qualcosa di esagerato. Però interessantemente è un progetto che mi ha permesso anche di fondare un'azienda. Quindi la grande visibilità che questo progetto ha ottenuto a livello, oserei dire, mondiale, mi ha portato a creare un'azienda, Bubblescape, che tuttora propone tecnologie di elaborazione del linguaggio naturale multilingue. C'è un problema? C'è un problema? Okay. Questo progetto è nato nel contesto di un grant European Research Council che mirava proprio alla creazione di questo dizionario multilingue, ma anche alla creazione, allo sviluppo di software di disambiguazione del testo. Quindi Multilingual Word Sentence Disambiguation and Entity Linking, quindi associare a del testo concetti ed entità nominate disponibili in un dizionario multilingue. In realtà oltre un dizionario, perché BubbleNet è una rete semantica, quindi collega ogni concetto che è lessicalizzato in tante lingue agli altri concetti correlati. Quindi ad esempio se io dico piano come superficie, questo concetto è collegato al concetto di edificio, al concetto di ascensore, eccetera, eccetera. Invece se io uso piano come pianoforte, questo è collegato a tutti gli altri concetti della musica. Poi è seguito un secondo progetto che si è completato recentemente, chiamato MUS, che invece passa dal livello della parola al livello della frase, quindi come rappresentare una frase semanticamente, quindi con una struttura che è completamente indipendente dalla lingua. Tutto questo sembra molto distante da quello che noi vediamo, ad esempio recentemente, ChatGPT e tutti gli sviluppi più recenti, però in realtà è il futuro di questi sistemi, nel senso che la possibilità di avere una rappresentazione astratta che è indipendente dalla lingua, che in qualche modo ci permette di rappresentare il significato di quello che noi esprimiamo con delle parole specifiche, con delle espressioni di superficie, quindi una sequenza di parole, è in realtà quello che poi permetterebbe o permetterà di risolvere il problema, ad esempio, della disponibilità dei dati in lingue povere di risorse. Sono molte le lingue che hanno poche risorse a disposizione, molte delle quali sono anche lingue europee. E quindi la possibilità di passare attraverso una sorta di interlingua semantica è proprio quello che abiliterà, che risolverà, secondo me, questi problemi. Questo è un workshop che abbiamo tenuto 1 anno e mezzo fa a Roma, in Sapienza, con tra i ricercatori più importanti al mondo nel campo dell'NLP multilingue. La copertura di BubbleNet è cresciuta nel tempo e quindi siamo passati da pochi milioni di voci a 23 milioni di concetti ed entità nominate, quindi un numero sterminato, enorme, che è più grande di qualsiasi delle risorse che vengono integrate, quindi Wikipedia, Wikidata, eccetera, eccetera. Ed è continuamente manutenuta proprio grazie a Bubblescape, perché come tutti i progetti di ricerca un progetto universitario ha un inizio e una fine, invece l'azienda può continuare a manutenerlo nella speranza di poi monetizzarlo in qualche forma, però ovviamente è gratuito per scopi di ricerca e è disponibile a chiunque, anche per l'uso per consultazione. Quindi, come dicevo, una enorme rete semantica e adesso provo a mostrarvi alcune applicazioni brevissimamente. Parlavo di disambiguazione, quindi questo è un articolo di ieri su Le Monde sulla rabbia degli agricoltori, Colère des agriculteurs,
Io l'ho messo in un sistema di disambiguazione che utilizza Babelnet e abbiamo associato quindi automaticamente alle parole chiave del testo, di un pezzetto di testo, adesso vedete, i concetti di Babelnet sottostanti, e vedete che questi concetti sono lessicalizzati in italiano con una definizione, se disponibile in italiano, altrimenti credo in francese o in inglese secondo la disponibilità. Però il concetto sottostante è indipendente dalla lingua, quindi se io clicco sulla parola poi vedo tutte le lessicalizzazioni, tutte le definizioni, frasi d'esempio eccetera in tutte le lingue in cui abbiamo potuto integrare queste informazioni dai vari dizionari. Notate che non è che mettiamo insieme tutte le voci indipendentemente dalla loro semantica, ma prendiamo i significati di ogni singola parola e con un algoritmo automatico e una validazione a posteriori andiamo a integrare solo la semantica che è rilevante per un certo concetto. E la cosa interessante adesso, quando passo alla prossima diapositiva, è il fatto che io prendo la frase in italiano corrispondente, vedete, e i concetti sono gli stessi. Quindi questa è una traduzione fatta con DeepL, e però i concetti sottostanti sono esattamente gli stessi, proprio per quello che dicevo, una sorta di interlingua semantica del testo. Una seconda applicazione è la lessicografia elettronica innovativa. Questo lo stiamo facendo con Babelscape, e cioè andiamo a collegare a Babelnet dizionari di grande prestigio, di altissimo livello, tra cui per esempio Larousse francese, ma anche Zanichelli in italiano, Duden, HarperCollins e altri. Stiamo integrando ormai tutti i dizionari europei più rilevanti, stiamo anche valutando l'Eurobear. Questo lo stiamo facendo nell'ambito di un dato progetto, quindi prendendo in licenza questi dizionari per un determinato progetto, però il fatto di averlo fatto rende possibile ulteriori applicazioni che forniscano definizioni professionali quando si disambigua un testo. La traduzione automatica aumentata a livello semantico, quindi che sfrutti la semantica. Questo è un benchmark che ha vinto un premio Best Resource Paper Award alla conferenza più importante di Natural Language Processing 2 anni fa. È un benchmark che ci dice quanto bene traducono i traduttori automatici le parole ambigue. Per noi i traduttori automatici ormai funzionano benissimo, giusto? Vediamo questi testi ben scritti di altissimo livello. Tuttavia le parole sono utilizzate in significati meno frequenti, ovviamente molto più sporadicamente, e noi non ci rendiamo conto che in quei casi la traduzione è di più bassa qualità. Perché? Perché appaiono solo il 5%, il 7% delle volte quelle parole ambigue usate in quel significato meno frequente. E quello che vi dice questo benchmark è che in realtà anche i migliori sistemi su queste parole così ambigue lavorano male, traducono molto male le parole nel loro significato meno predominante. L'ultimo argomento sono i large language model, quindi i modelli del linguaggio grandi, e in particolare quelli di prossima generazione. Quindi perché di prossima generazione? Perché io vi ho parlato di tecniche semantiche, di risorse semantiche multilingue che possono essere integrate in progetti in cui si lavora su large language model. E uno di questi progetti è FAIR, Future AI Research, che è un enorme progetto finanziato dal PNRR che mette insieme la comunità italiana di intelligenza artificiale, e all'interno del quale stiamo lavorando alla creazione di una famiglia di modelli del linguaggio sia in italiano che in italiano e altre lingue, tra cui ovviamente il francese. E questo ovviamente sempre con Leonardo di Cinega, che è stato menzionato precedentemente, ma la cosa più interessante è che grazie a questo sforzo, che poi speriamo di replicare anche a livello europeo con progetti europei, questo è un workshop che abbiamo tenuto il 18 dicembre scorso, dove abbiamo raccolto tutta la comunità italiana di NLP e di AI, e l'obiettivo entro quest'anno e andando avanti anche nel 2025 è di documentare completamente il processo di creazione dei large language model, che è un processo che attualmente non è pienamente documentato. Quindi noi non abbiamo nozione esatta delle singole scelte di progetto ingegneristiche fatte dai vari
sviluppatori di queste tecnologie. E quindi faremo questo, passeremo anche a modelli multimodali e, come dicevo, tratteremo diverse combinazioni di lingue e anche varie dimensioni di parametri. Questo è già in corso, ovviamente, abbiamo sentito Mistral, ci sono tanti sforzi importanti, però qui c'è lo sforzo di documentare pienamente, ma anche di introdurre concetti di nuova generazione che attualmente i modelli non integrano, tra cui la semantica di cui vi parlavo, e quindi aumentare il livello di interpretabilità e di affidabilità di questi modelli. Questo è tutto. C'est tout, merci. Merci. En vous écoutant, dans un premier temps, je me disais qu'il y avait quelque chose, alors je l'avais annoncé dans ma question initiale sur la découvrabilité. Nous, à la délégation générale à la langue française, on soutient des projets qui sont encore en développement, notamment un outil que vous devez connaître qui est Isidore, qui se propose aussi de placer son approche des réalités, non plus au niveau des termes mêmes, mais au niveau des concepts. Et c'est tout ça dans notre perspective de construction, brique par brique, de nos outils de découvrabilité. Mais là, vous nous proposez quelque chose de formidable et on ne va pas vous oublier. Je vais me retourner vers Isabelle Andrieux. Alors, pour terminer notre après-midi, il faut des belles histoires, en quelque sorte. Et j'ai vu qu'Isabelle Andrieux peut nous raconter cette belle histoire de l'après-midi. Donc, si j'en crois mes lectures, vous avez fondé en 1999 l'entreprise dont vous nous avez parlé, mais c'est une société de traduction en ligne que vous avez fondée, j'ai vu ça sur Internet, avec un capital initial de 100 €. Alors je me suis dit, on a tous quelque part 100 €. Et du coup, vous pouvez nous faire rêver avec la possibilité de développer quelque chose de très important, parce que votre société maintenant compte à peu près 180 collaborateurs. 230. 230, vous voyez. Donc, quels sont les secrets humains et technologiques, parce que vous avez insisté sur ces deux notions tout à l'heure, de ce développement. Et voilà. Merci. Allora passo in italiano perché l'avevo preparato in italiano, scusate. Quindi sì, nata nel 99, noi serviamo piccole e medie aziende, privati e grandi gruppi, 250.000 clienti in tutto il mondo, e usiamo questa combinazione di tecnologia, una simbiosi tra uomo e macchina. Abbiamo diverse tecnologie che abbiamo creato un po' in base alle nostre necessità. Prima MyMemory, che è stata l'archivio di traduzione più grande al mondo, una memoria collaborativa dove tutti potevano contribuire. Poi abbiamo avuto la necessità di creare un tool di traduzione assistita che si chiama MateCat, che è un po' competitor di Trados, se siete traduttori nell'ambito della traduzione, MateCat, a cui abbiamo attaccato il nostro sistema di traduzione assistita adattiva che è ModernMT, di cui parlerò più avanti. Oggi vi parlo un po' vi do un po' una prospettiva sulla tecnologia in generale e anche un po' la nostra visione. Allora, faccio un flashback. Nel 2016 arriva la Neural Machine Translation, che è un metodo avanzato di traduzione automatica che usa reti neurali e non è più rule-based come prima, ma un approccio un po' più profondo, apprende da enormi quantità di dati bilingue, ha più sfumature, è più corretto, è più naturale, più fluido, e arriva un po' come un meteorita nel mondo, una tecnologia che è una cosa enorme, spaventosa. Tutti pensano che ci sarà l'estinzione dell'industria della traduzione. E già all'epoca la prima reazione della gente è di dire che non è abbastanza buona, quindi la vecchia tecnologia è migliore, tutti i test che vengono fatti in qualche modo vengono fatti per un po' ridimensionare la portata tecnologica di questa cosa.
Nel mondo della traduzione c'è un po' questa prospettiva di vedere questa tecnologia come un monolita, un unico blocco. E questo approccio non ci permette di dividere a pezzetti e vedere quali sono i limiti della tecnologia e le opportunità per migliorarla. Tutte le persone sono estremamente terrorizzate. Allora, invece in Translate che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di vedere quali sono i limiti e le opportunità della tecnologia e non l'abbiamo guardato come un monolite, bensì come abbiamo iniziato a scavare un po' dentro per vedere come potevamo modificarla e un po' avere l'approccio di un cacciavite. Abbiamo capito che questa traduzione automatica neurale gli mancava il contesto e la consapevolezza quindi del contesto e apprendere dai feedback. Quindi abbiamo preso la profonda conoscenza che avevamo nel mondo della traduzione da 17 anni e abbiamo portato a questa nuova tecnologia, abbiamo dato vita a ModernMT, che è il nostro sistema di traduzione adattiva che si adatta al contesto. ModernMT è stato riconosciuto come miglior tecnologia di traduzione adattiva da Gartner e IDC, la prima volta che un'agenzia di traduzione era competitor di un Google o di un grande gruppo. Quindi abbiamo messo questa tecnologia a disposizione dei nostri traduttori e abbiamo iniziato qualche caso d'uso. Siamo stati in grado di rendere ModernMT consapevole del contesto e capace di apprendere dai feedback. Quindi dal momento che l'abbiamo dato gratuitamente ai traduttori ha iniziato ad apprendere e migliorarsi. Piuttosto che guardare questa tecnologia come nella sua interezza, abbiamo voluto vedere un po' qual era l'opportunità e cosa possiamo fare per applicarla nel nostro mondo. Airbnb è stato un po' il nostro laboratorio, è stato un po' la fucina dove abbiamo potuto creare questa versione di ModernMT, è stata un po' la base della nostra sperimentazione. Che cosa abbiamo fatto? Allora, rispetto a quello che facevamo prima, abbiamo adoperato la tecnologia su un contenuto totalmente diverso, lo user generated content, tutti contenuti generati dagli utenti, che sono milioni di commenti generati dagli utenti di Airbnb, un contenuto che prima non veniva mai tradotto, quindi aumentando il volume di traduzione enormemente, cambiamo totalmente l'approccio, un contenuto che non era reso pubblico senza traduzione, abbiamo iniziato a tradurlo con la traduzione automatica. E nonostante quindi l'approccio super automatico, che effettivamente era così, quello che è successo è che si sono aperte nuove frontiere. Clienti come Airbnb, ma come anche altri, hanno iniziato a darci contenuti che prima non ci avrebbero mai esposto alla traduzione, e questo ha fatto sì che i traduttori hanno iniziato a tradurre contenuti mai tradotti prima, quindi il lavoro del traduttore è aumentato. Nel 2000 quindi cosa abbiamo fatto? Come l'avevamo fatto in passato, dare la tecnologia ai traduttori, abbiamo fatto la stessa cosa anche per i nostri clienti, cioè abbiamo sfruttato l'esperienza di Airbnb per aprirla anche al resto delle persone, al resto dei nostri clienti. E come l'abbiamo fatto? Abbiamo creato questo prodotto che si chiama Human in the Loop, dove ogni cliente può scegliere in base alla lingua il grado di intervento del traduttore, e quindi questo avviene in questo ciclo, un costante aggiornamento della macchina basato sui feedback delle persone e sulla qualità della traduzione automatica. Nel 2023 di nuovo un po' lo stesso scenario, arriva una nuova meteorite che è l'AI generativa. E di nuovo tutti stanno dicendo che scomparirà l'industria.
Quindi di fronte a questo atteggiamento ci sono due scuole, due cose. Da un lato c'è il timore di coloro che pensano che la tecnologia possa essere una minaccia e dall'altro c'è l'ottimismo di clienti che vedono in essa una soluzione universale a tutti i loro problemi. È un po' un copione che si ripete. E allora cosa stiamo facendo oggi? Invece di considerarla come un monolite, stiamo esplorando un po' i suoi limiti e stiamo individuando le opportunità. Quindi ancora una volta stiamo integrando tutta la nostra esperienza, che è oggi di 25 anni, accumulata da 25 anni all'interno di questa nuova tecnologia. E da un lato se da un lato l'emergere di questa tecnologia porta alcuni a credere che non ci sia più spazio per la traduzione umana, poiché generiamo già dei contenuti multilingua, in questo modo noi stiamo cercando di vedere un pochino oltre. In realtà ci sono molte limitazioni per l'AI generativa. Le prestazioni per tipi di contenuti e lingue, in particolare dicevamo prima, per le 5 lingue più importanti, sono buone, per le altre, le lingue più rare, le lingue locali, la qualità non è consistente. E quindi non dobbiamo limitarci anche alla qualità, ci sono anche altri tipi di limitazioni, come ovviamente per una company ci sono anche questioni di sicurezza dei dati, la velocità, il costo di fare generative AI. Quindi anche qui ottenere una copertura completa per tutte le lingue è una sfida molto grande, soprattutto in termini di performance, specialmente per quanto riguarda la generazione dei contenuti. Con questo nuovo meteorite si sbloccano nuovi percorsi, quindi la fusione dei due modelli che come l'abbiamo fatto fino ad oggi in Translated, ossia si potrebbe creare un modello perfetto per la traduzione che combina la creatività dei large language model e l'accuratezza e la reliability della machine translation. Quindi cosa stiamo facendo oggi nel nostro laboratorio? Stiamo allenando il nostro large language model utilizzando i dati premium che abbiamo raccolto da 25 anni. Vogliamo riportare tutto ciò che abbiamo imparato finora, ossia la consapevolezza dei dati, la consapevolezza del contesto, l'apprendimento dei feedback dei traduttori e il coinvolgimento umano nel processo. E questa operazione ovviamente implica l'applicazione di tutti i feedback su un immenso volume di dati in tempo reale. Si tratta di immaginare un nuovo modo di interagire con la traduzione automatica, dove invece di scrivere dobbiamo parlare direttamente con la macchina e potremmo chiedere per esempio di creare uno stile specifico, oppure quindi stabilendo così una relazione totalmente nuova con la macchina e quindi un modo totalmente nuovo di approcciare il concetto di traduzione. Questa prospettiva che ci porta a un certo ottimismo riguarda non solo la nostra industria ma anche altri campi, altre industrie, ad esempio Portogruili Astronomi, che ora riescono ad analizzare un incredibile mole di dati, cosa che prima era impossibile fare e oggi con l'intelligenza artificiale generativa è una cosa fattibile. Nel mondo creativo anche i professionisti vedono le nuove tecnologie come una specie di cassetta degli attrezzi che gli permettono di esplorare la loro creatività. Pensiamo ad esempio a un fotografo che riesce a scattare una foto che altrimenti non sarebbe stato in grado di realizzare, per lui si apre tutto un ambito di sperimentazione. È molto importante stabilire delle regole chiare e dei principi etici per queste nuove tecnologie, perché stanno diventando una parte sempre più integrata nella vita quotidiana
L'intelligenza artificiale ci fa vedere il ruolo cruciale dell'uomo, dato che lavora basandosi sull'intelligenza artificiale per organizzare, analizzare e creare questi dati, quindi è l'uomo che sta al centro di tutto questo. Quindi l'obiettivo non è di competere con le AI, bensì di collaborare con essa. Anche se il nostro futuro sarà fortemente influenzato dalla tecnologia, l'elemento umano rimane al centro. Quindi dobbiamo iniziare a progettare sistemi che combinano aspetti sociali e tecnologici. Allora, noi oggi ci stiamo interrogando un po' sul futuro, abbiamo discusso di umanità e tecnologia, ma ora dobbiamo pensare a un futuro in cui questi elementi siano integrati non più come una macchina al servizio dell'umano, ma una collaborazione tra il talento umano e la macchina. Questa sinergia come influenzerà la società? In che modo potrà migliorare la vita delle persone? E questo abbiamo iniziato a farlo ipotetizzando nel nostro centro di ricerca che si chiama Imminent come sarà la società e se possiamo pensare a un sistema sociotecnico. Adesso quindi il nuovo numero di Imminent uscirà a giugno, se siete interessati, perché tratteremo proprio di queste tematiche, scusate. Potete venire da me e ve lo faccio recepire. Volevo terminare con un brevissimo video di 1 minuto dove vi voglio ricordare cosa significa essere umani. Quindi abbiamo tirato fuori questo bellissimo film che si chiama Human Touch e vi lascio guardarlo. Make sense of it all. You watch and you show, and then you just know. Face to face, when feelings just right. Needs no explaining. I know you can see. Oh, how somebody who grows. You see, you hear me, and it makes me glow. I go back the look in your eyes, home by the river, hold me be my mirror. Love, can you feel me? This is our human touch. Basta, grazie. Merci. J'avais raison de dire que c'était une belle histoire. C'est pas simplement une belle histoire industrielle ou une aventure d'entrepreneur, mais c'est une histoire humaine et une histoire optimiste pour l'avenir de nos langues. Et je rebondis sur un petit propos de Roberto Navili, nous disant que les intelligences artificielles en devenir augmenter leur capacité multimodale en quelque sorte. Et vous dites très bien, il faut apprendre à collaborer, en tout cas il faut accepter de collaborer avec l'intelligence artificielle, mais une intelligence artificielle qui devient de plus en plus apte à appréhender le monde physique de l'être humain. C'était très physique, les images que vous nous avez proposées, en nous disant ça reste humain. Mais l'intelligence artificielle se propose aussi d'appréhender
des choses qui se traduisent en gestes, qui peuvent se traduire en regard. Et donc, il y a quelque chose d'assez fascinant, en quelque sorte, dans ce projet. Et je vais me retourner, cher Khalid Choukri, vers vous pour nous donner le moment, en quelque sorte, décisif de cet après-midi consacré aux langues et numériques, avec la liberté peut-être d'insister sur certaines choses qui vous paraissent avoir été omises ou bien qui ont fait l'objet d'un passage trop rapide. Alors, on a le sentiment que les décideurs ont un petit peu manqué le coche en découvrant l'intelligence artificielle, comme si c'était vraiment quelque chose d'imprévisible. C'est un saut technologique. Et pour ce saut-là, il faut 4-5 facteurs. Et je voudrais juste les décrire très rapidement pour voir ce dont on dispose. Il faut des données, il faut des briques technologiques, il faut de l'évaluation et il faut un peu de réglementation, très peu, et beaucoup d'éthique. Les données, on en a énormément. Dans les services publics, on a des traducteurs qui traduisent, on a des radios qui émettent, etc. Donc, côté données, on a ça. Les briques technologiques, aujourd'hui, dans les sources ouvertes, mais aussi le CNRS, le CNR en Italie, l'INRIA, etc., on a un tissu technologique extraordinaire. On a aussi des pépites, même si on parle de GAFAM, il y a des Mistral, il y a des Vocapia, il y a des Vexis, il y a des Chabvision en France, pour ne citer que quelques-uns. On a quelque chose qui est vraiment une spécificité française, le Laboratoire national d'essai et de métrologie, qui évalue nos ascenseurs pour savoir qu'ils ne tombent pas, mais qui évalue aussi les technologies de la langue. Donc on a une infrastructure qui permet de faire ça. On va avoir avec Villers-Cotterêts une institution autour de la langue française et de la langue de la francophonie. Et je pense que tout ça, avec le centre de calcul de haute performance de Jean Zay, on a vraiment, pour une fois, un alignement de planètes extraordinaire. Et avec ce Altidic, qui est une initiative qui est permanente, qui n'est pas un projet de 2-3 ans, on a vraiment tout ce qu'il faut pour que, enfin, la France prenne le lead en Europe, donc avec tout le nombre de pays qui rejoignent donc l'Altidic, pour qu'on ne reste pas dépendant de technologies qui viennent de l'Est ou de l'Ouest. Donc c'est vraiment un moment charnière et je suis ravi que ce séminaire ait lieu aujourd'hui pour marquer un peu cette collaboration franco-italienne qui est une des bases depuis 30 ans. C'est vraiment le couple, contrairement à ce qu'on dit dans la partie politique et économique, c'est un des couples qui a poussé toutes ces technologies-là. Et je suis ravi que ce séminaire ait lieu ici aujourd'hui. Merci. Merci. Merci à tous et encore merci à Jean-Christophe pour sa modération des débats de cet après-midi qui ont ouvert de nouvelles pistes absolument passionnantes et nous ont aussi rassurés, je trouve, à la fois sur ce cercle vertueux dont on parlait tout à l'heure et puis sur les opportunités et la force des modèles et des initiatives qui sont lancées. On va passer à la clôture. Je sais que vous avez tous hâte d'écouter Bernard Cerquilini. On va commencer par clore ce séminaire très très riche d'une journée. Et pour commencer en beauté cette clôture, je vais demander au professeur D'Achille de prendre la parole. Allora sì, mi è stato chiesto di essere il primo a fare una sintesi, a trarre le conclusioni di questa giornata, compito non molto facile, io cerco comunque di farlo anche piuttosto brevemente. Intanto permettetemi di dire che era moltissimo tempo che io non sentivo parlare tanto francese tutto insieme e quindi insomma ho avuto piacere di farlo e insomma ho capito anche abbastanza dopo tanto che non lo sentivo. Abbiamo avuto 7 table ronde, 7 tavole rotonde, di cui cioè 5 per la verità, ma 2 la mattina e 3 il pomeriggio, ma ognuna articolata in 2 sezioni, per cui di fatto sono state 7. Io credo che si possa trarre una prima conclusione da questo incontro in
questo senso. All'inizio proprio il mio intervento a confronto del corrispondente intervento francese ha fatto vedere le profonde differenze tra italiano e francese nella storia, nella realtà internazionale, ma anche nella storia nazionale. Siamo partiti quindi da punti di partenza molto lontani, ma poi ci siamo progressivamente avvicinati, per cui già la seconda tavola rotonda, quella sulle terminologie, o meglio la seconda parte della prima, comunque sulle terminologie sono emerse alcuni problemi comuni. Nella terza tavola rotonda si è parlato anche dei problemi dell'integrazione dei migranti che riguardano tanto l'Italia quanto la Francia, secondo percorsi tutto sommato paralleli. Nel pomeriggio mi sembra che l'orizzonte si sia ulteriormente ampliato fino a comprendere il multilinguismo mondiale, quindi i problemi relativamente all'Unione Europea, lo sforzo che tanto l'italiano quanto il francese, seppur con mezzi diversi, fanno per evitare un anglismo totale, un monolinguismo inglese che non farebbe bene a nessuna lingua, e poi siamo via via arrivati ai problemi della diffusione della scienza, della traduzione automatica, dell'intelligenza artificiale, sia nei loro aspetti teorici, sia nei loro progetti concreti che sono stati poi illustrati. Mi pare che sia stato un quadro veramente ricchissimo, denso di spunti, di riflessioni che tutti potremo fare. Io mi auguro che questo incontro non resti isolato, ma che possa essere che possa aprire una serie di incontri che nella tradizionale, ma sempre vigente amicizia tra Francia e Italia, permettetemi di dire un'amicizia che non esclude alcune competizioni per quello che riguarda la moda. Io ho il progetto insieme a Maria Teresa Zanola che riguarda la cucina, l'arte, sono dei campi in cui tutte e due hanno fatto da modelli, ma questo non deve essere, anzi deve essere un punto di forza, perché ognuna di queste due lingue trascini laddove può l'altra e appunto recuperino entrambe il prestigio che hanno avuto in passato, naturalmente nell'ambito delle proprie competenze. Quindi io ringrazio veramente per questa occasione, per l'invito che mi è stato dato, per l'onore che mi è stato dato di chiudere, di fare queste conclusioni della giornata, e mi auguro che appunto anche magari una volta alla Crusca ci possa essere un incontro non così ampio, però insomma in cui possiamo riaffrontare questi temi. Quindi vi ringrazio davvero, je vous remercie et bonsoir à tous. Merci beaucoup, et l'invitation à la Crusca est bien notée et nous serons très heureux de continuer, je pense. Je laisse la parole à Paul de Sinetti pour conclure. Alors la journée a été particulièrement dense, et donc rassurez-vous, je ne serai pas trop long. Seulement, évidemment, exprimer ma satisfaction de la qualité de ces échanges et de former des vœux. Un premier vœu, c'est que ces échanges qui ont été les nôtres pendant ce séminaire puissent continuer à se renforcer. Un autre souhait, c'est que nos deux pays continuent à approfondir ensemble la coopération en matière de politique linguistique. C'était une première, nous l'avons évoqué. J'espère vraiment que d'autres rendez-vous, probablement plus éditorialisés sur un certain nombre de sujets, pourraient nous réunir dans les années qui viennent, et que nos deux pays soient force de proposition ensemble, en Europe et au-delà, car l'Europe a un devoir de transmission de ses valeurs, de ses principes, d'un modèle de société, d'un modèle de développement humain. On a en particulier débattu de l'avenir des langues en Europe, dans l'environnement numérique, du plurilinguisme, de la traduction automatique, lesquels, comme cela a été rappelé, sont les vecteurs essentiels de la transmission de la pensée, de la culture,
de l'identité entre nos peuples. On l'a vu, on a commencé à l'apercevoir en cette fin d'après-midi, les possibilités offertes par le numérique, et particulièrement l'intelligence artificielle et les technologies des langues au bénéfice de la traduction et du plurilinguisme sont immenses dès lors que celles-ci conjuguent fiabilité technique et, comme l'a bien évoqué également Khalid Choukri, respect de l'éthique. Il convient donc d'en tirer le meilleur parti. Est-ce que tu m'autorises à adresser quelques mots de remerciement, chère Claire? Alors, qu'il me soit permis de remercier très sincèrement nos partenaires italiens du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Intérieur, tous les intervenants issus de la diplomatie, du monde académique, de la recherche, de l'innovation, du numérique, des médias, de la culture, ainsi que de la société civile. La Commission européenne, que représente Valéria, directrice générale de la traduction, et Philippe Gélin, qui était en visioconférence, chef du secteur multilinguisme DG Connect. Qu'il me soit permis de remercier mes équipes, l'un de mes prédécesseurs, alors il n'est plus dans l'équipe, mais enfin, il est dans mon cœur, Bernard Cerchiglini, et puis mes collègues, dont je suis fier, Claire Extramiana, Étienne Quillot, Jean-Christophe Bonissant, maître des cérémonies de cet après-midi, Claire Lichambron, qui a beaucoup œuvré pour la réussite, cheville ouvrière de cette journée pour la délégation, Claire Extramiana, je ne sais plus si je l'ai nommée, mais je la nomme parce que son intervention a été remarquée concernant notamment la politique d'accueil linguistique des migrants. Et puis, naturellement, Paul Petit et Mélissa Faure restés à Paris. Frédéric Sanson, représentant le ministère de l'Intérieur, Ingrid Libercier pour Arte, John Humblet de l'Université de Paris-Cité, Khalid Choukri pour Elda Elra, et tout particulièrement l'ambassade de France, l'Institut français d'Italie, l'ambassadeur Martin Briens, la conseillère de coopération et d'action culturelle, chère Claire Thiodet, chère Cécilia Goloboff et Caterina Confliti, ainsi que Rémi Guittet et Angelo Sidori pour l'organisation si exigeante, experte de ce séminaire. Je les en remercie très chaleureusement. Et enfin, je voudrais saluer et remercier, exprimer toute ma gratitude aux interprètes qui ont effectué un travail absolument remarquable cette journée que l'on peut applaudir. Et je te cède, chère Claire, la parole. Et vous êtes tous invités, je l'ai dit ce matin et je le redis en cette fin de journée, à visiter la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, qui n'est pas la cité d'une langue, mais qui est la cité qui donne hospitalité à toutes les langues, au premier rang desquelles la langue italienne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Paul. Je vous rassure, je serai très brève. Je voulais juste dire quelques mots donc de remerciements aussi pour tous les intervenants et tous les organisateurs de cette réunion. Un immense merci à toute l'équipe de la DGLFLF sous la direction de Paul de Sinetti. Ça a été un vrai plaisir de monter cet événement avec vous et je crois que le résultat en valait la chandelle. Juste 3 points sur cette journée qui m'ont particulièrement marqué. On l'a dit dès le départ, on est parti d'un constat, mais aussi de quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est l'importance du plurilinguisme. On l'a dit pourquoi ? Parce que ce sont des valeurs profondément européennes et donc profondément italiennes et françaises. C'est l'égalité, c'est l'équité. Ce sont des valeurs d'ouverture aux autres, de compréhension. C'est aussi le plurilinguisme, une condition de créativité, d'innovation. Et nous avons répété tout au long de la journée, et dans les différentes tables rondes, c'était frappant à chaque fois, ça revenait, c'est l'importance des contenus et de leur qualité. Je pense que c'est une exigence qui nous réunit, et ça me conduit au deuxième point, c'est qu'on a vu au cours de cette journée que la situation, il n'y avait pas de situation manichéenne entre le bien d'un côté, le mal de l'autre, les technologies mauvaises, il y a juste un effort commun pour faire que ces nouveautés, ces technologies qui arrivent et que nous ne savons pas, nous ne connaissons pas encore totalement le potentiel, puissent être utilisées de manière positive pour favoriser la découvrabilité dans les sciences, pour favoriser la créativité,
vraiment pour développer tout ça. Et pour ça, troisième point, quels sont nos moyens ? Nos moyens, je crois qu'on l'a vu dans les différents débats, c'est d'abord de travailler en réseau, de travailler conjointement, entre France et Italie d'abord, parce que nous avons ces valeurs, parce que nous avons ce dynamisme aussi de notre communauté, à la fois scientifique, intellectuelle, ces gens que nous avons entendus toute la journée aujourd'hui, qui sont impliqués et motivés. Il faut des moyens financiers, naturellement, et je remercie notamment la Commission européenne d'avoir été très présente sur cette journée, parce que les moyens que vous mettez sont très importants. À la fois, on l'a entendu pour ce projet Altédic, mais aussi dans le soutien à Arte, qui est quand même un espèce de petit miracle de créativité dont nous nous réjouissons de l'existence chaque jour. Et donc, tous ces moyens mis ensemble sont vraiment clés pour notre action. Et je crois que le dernier moyen, c'est l'ambition politique. Une ambition politique partagée et qui est, le directeur général des PEDIS le rappelait en ouverture, qui est ancrée au cœur du traité du Quirinal, qui est un peu pour nous, Français et Italiens, la feuille de route de notre coopération des années à venir, et qui, pour nous, ici à l'ambassade, est concrètement ce qui nous porte dans notre action de terrain, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier l'action de terrain. Promouvoir les langues, c'est aussi la faire apprendre aux jeunes, et je remercie tous les professeurs qui sont dans la salle aujourd'hui. C'est la faire aimer, c'est la diffuser, et ça se fait dans les écoles tous les jours, et ça se fait vraiment sur le terrain. Donc merci à tous, un immense merci d'abord à mon équipe, quand même, qui a fait un travail exceptionnel. Je vous demande d'applaudir Cécilia, Caterina, Hélène, qui ont monté tout le programme. Merci à Rémi d'avoir accepté de modérer une table ronde, à Angelo pour tout le travail de communication, et puis tout le reste de l'équipe. Merci, un immense merci encore à toute l'équipe de la DGLF-LF, en particulier Claire-Lise, avec qui nous nous sommes harcelés mutuellement depuis des mois. Mais c'était pour le meilleur. Et merci à tous les intervenants. Et donc je crois que nous sommes tous d'accord sur une chose, ceci n'est qu'un début. Nous avons rendez-vous à la Crusca très vite. Et puis je vous invite aussi, si Paul me le permet, à la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts. Dès que le centre européen est ouvert, nous nous y retrouvons pour continuer les travaux lancés aujourd'hui. Merci, un immense merci. Et je vais tout de suite laisser la parole à Bernard Cerculini pour la conférence de clôture. Merci beaucoup. Mes chers amis, on m'a demandé d'être, pour ce séminaire, d'être le grand témoin. J'ai été le témoin, sinon grand, du moins heureux, très heureux de ce séminaire. Il a été passionnant, instructif, j'ai beaucoup appris, il était nécessaire, il sera utile. En tant que linguiste, en tant qu'ami de la langue italienne, en tant qu'antéprédécesseur de Paul de Sinetti, j'attendais depuis longtemps un tel séminaire. Merci donc. Merci aux organisateurs. Merci à Paul de Sinetti, infatigable lanceur d'idées, capitaine d'une si belle équipe. Merci à Claire Turodet, militante des relations culturelles franco-italiennes, militante infatigable. Merci à Paolo d'Achille, grand savant à la tête d'une grande académie. Merci, ces trois organisateurs et tous ceux qui les ont accompagnés, d'avoir conçu ce séminaire, de l'avoir organisé, de l'avoir tenu et de l'avoir mené à bonne fin. Alors, en tant que témoin, et devant rendre compte en quelques minutes de mon témoignage, je dirais que ce qui nous revient maintenant, c'est d'écrire ensemble le volet de politique linguistique du traité du Quirinal. Qu'allons-nous faire ensemble maintenant, après ce vrai séminaire de bilan, d'exposé, de clarté,
Comme disait Claire, il n'y avait pas le bien et le mal, il y avait ce que vous faites, ce que nous faisons, ce que nous pouvons faire ensemble par suite. Et après un vrai séminaire, il nous reste à définir quelques pistes de travail que nous pourrions mettre en œuvre ensemble. Il fallait se connaître, il fallait se parler sans détour, il fallait réfléchir. Et je me permettrai, cela n'engage que moi, de dégager 5 pistes. Je les soumets aux décideuses et aux décideurs. Et d'abord, une réflexion générale sur laquelle je dégagerai 5 pistes. 2 langues si proches et si distinctes. Je reprendrai la terminologie d'Andrea Riccardi de ce matin. Due lingue sorelle, 2 langues sœurs. C'est le fait premier, et je crois qu'on me permettra, en tant qu'historien de la langue, de rappeler la proximité de ces langues. Vu depuis le nahuatl ou depuis le tibétain, ces langues n'ont aucune différence, vues d'un peu de loin. Très peu. Elles proviennent non seulement du latin, mais d'un latin commun assez proche. Le latin qui a donné l'italien et le français est le même. Il est différent pour le roumain ou pour le portugais, mais c'est la même souche pratiquement. Les grands traits phonétiques, et je parle sous le contrôle de Paolo, les grands traits phonétiques sont les mêmes. Nous avons, rajouté un peu de germanisation, une couche de germanisation, mais c'est la même phonologie historique. La morphologie verbale est transparente. Le lexique savant est le même, il a été construit à la même époque et par les mêmes personnes. Et donc je crois qu'il faut rappeler la proximité de ces 2 langues. Elles forment un couple historique. Et c'est sur ce couple qu'il faut bâtir une politique. Favorisons les ressemblances. Travaillons ensemble parce que nous parlons ensemble. Et donc, si on favorise le commun, on peut le faire de 2 façons. Et là, je commence des pistes personnelles. D'abord, dans l'enseignement. Peut-être qu'on a longtemps enseigné l'italien dans sa spécificité, le français de même. On pourrait peut-être enseigner chacune de ces langues en visant l'autre, en enseignant l'italien, en rappelant comment il est lié au français, comment on peut l'apercevoir à travers. Et puis l'autre direction, qui est une de mes marottes, c'est la compréhension passive des langues romanes. Nous sommes en plein là-dedans. Tout le monde sait ici qu'il est plus facile, plus aisé de comprendre une langue que de la produire. Et pour la compréhension passive des langues, la romanité en général est un domaine souverain. Et au sein de cette romanité, le couple pilote, c'est le couple du français et de l'italien. Compréhension passive. Pourquoi un biologiste italien et un biologiste français devraient-ils utiliser l'anglais? Chacun parle dans sa langue et est compris de l'autre. Et je disais que nous devons en général développer, nous l'avons fait et nous le ferons encore, développer des méthodes et des procédures de compréhension des langues romanes, mais en prenant un appui solide sur le couple exemplaire de romanité qui est le couple italien-français. Au fond, nous avons au sud de l'Europe une petite Scandinavie. Vous savez, en Scandinavie, au Danemark, on apprend à comprendre le suédois. En Suède, on apprend à comprendre le norvégien. Nous avons une petite Scandinavie à notre disposition, c'est l'Italie et la France. Utilisons-la et première piste, mettons l'insistance dans le cadre de la compréhension des langues romanes sur ce couple franco-italien. Et là, il va être le couple moteur. Donc, c'était une première piste. J'ai dit « due lingue sorelle ».
reprenant ce que disait Andrea Riccardi ce matin, due lingue amiche. Alors, on a évoqué ce matin les échanges historiques, culturels, littéraires depuis toujours, puisqu'on dit même que Boccace est né à Paris. Je n'en crois rien, mais c'est tellement beau. Donc, les échanges culturels, si, il est né à Paris? C'est très bien, parfait. Et donc, insister sur les échanges linguistiques entre le français et l'italien, qu'on permette à un historien de la langue de le rappeler, ce sont des langues amies. Et qu'est-ce que font les amis? Ils s'apportent assistance. Ces langues se sont soutenues. Je rappelle que jusqu'aux années 1960, la langue qui a offert le plus de mots aux Français, c'est l'italien. Largement, largement. Il faut le rappeler, à partir de la Renaissance, la langue italienne a nourri la langue française. Pas seulement, puisque j'ai utilisé le verbe nourrir, dans le domaine de la gastronomie, vocabulaire immense, pas seulement dans le lexique de l'art, de la musique, mais tout simplement dans le lexique du commerce, de la finance. Tout notre vocabulaire financier vient de l'italien, la banque, le chèque, l'agio, la banqueroute, bancarotta, ainsi de suite. Et puis, c'est peut-être plus étonnant, dans le vocabulaire militaire, du soldat au colonel, du canon aux cartouches, tout ce vocabulaire est italien. Et il est venu donner aux Français l'armature de l'armée moderne. Au fond, l'embuscade a succédé à l'embouche. Le cavalier a succédé au chevalier. Des centaines de mots ont été intégrés, qu'on me permette de faire une remarque. À l'époque, on intégrait les emprunts. Un des problèmes de l'anglicisme contemporain, c'est son xénisme. L'anglicisme est conçu dans son altérité et on le prononce dans l'altérité. On a intégré les mots italiens. On pourrait peut-être réfléchir à la façon dont on l'a fait et pourquoi on a cessé de le faire. Dans l'autre sens, et c'est plutôt à Paolo d'Achille de le dire, des centaines de mots français sont venus en italien, changeant parfois de sens, la soubrette en italien, changeant de sens, mais là aussi intégrés et avec des allers-retours, comme nous avons avec l'anglais. Je cite, parce qu'il faut bien se détendre un peu à la fin d'un long colloque, le Pantaleone de la Commedia dell'arte, qui est devenu un pantalone à Venise et qui a donné le pantalon, qui a permis, ce n'est pas rien tout de même, qui a permis de mettre à fin au régime des aristocrates qui portaient des culottes s'arrêtant aux genoux. Le peuple qui était sans culottes portait des chausses descendant jusqu'aux pieds. On les appelait en français des pantalons. Les sans-culottes portaient des pantalons. La Révolution française est une affaire vestimentaire que nous devons aux Italiens. Et d'ailleurs, nous avons rendu le pantalon aux Italiens, car dès 1809, cher Paolo, le mot revient en italien. Et actuellement, on peut acheter des pantaloni. Et plutôt que des calzoni. Les pantaloni, c'est le retour du français, du vieux pantaleone de Venise. Et donc, il y a des échanges constants entre le français et l'italien. Et surtout, nous avons fabriqué des mots ensemble. Alors, deuxième piste, pourquoi ne pas continuer? Fabriquer un mot en italien, c'est le fabriquer en français, pratiquement. Les suffixes sont voisins, les préfixes aussi, la base est commune. Et donc, nous travaillons en terminologie, travaillons encore plus et créons du vocabulaire de la même façon. C'est-à-dire que nous décidons, et naturellement, je n'engage pas les décideurs, et je vois que Paul commence à pâlir, mais décidons, avec nos amis québécois et belges, que quand on crée un mot français, on le crée en italien. Bingo. Voilà. Tu es d'accord, Paul ? Ben voilà. Et c'est pareil, chère Maria Teresa, quand vous créez un mot en italien, s'il vous plaît, pensez à le créer en français aussi.
On gagnera du temps et puis on fait de la création simultanée et ça marche. Et donc voilà. Et puis, ensemble, définition, néologie, il faut retrouver cette vieille habitude que nous avons avec l'Italie de fabriquer des mots. Troisième point énoncé par Andrea Riccardi, due lingue complementari. Non seulement amies, mais elles sont complémentaires. Et c'est ça qui m'importe comme grand témoin. Ayant écouté aujourd'hui, elles sont complémentaires car elles sont différentes. Et c'est le paradoxe de ces deux langues. Quand on réfléchit, c'est vraiment paradoxal. Si l'on prend un point de vue de linguistique interne, c'est-à-dire histoire des sons, des structures et des formes, linguistique interne, elles sont très proches. Si l'on prend un point de vue de linguistique externe, la langue comme institution, comme pratique sociale, elles sont fort différentes. On a d'un côté une langue qui est liée à un État qui existe depuis toujours, qui s'est fondé à travers la langue, des serments de Strasbourg à l'amendement constitutionnel de 92, avec un appareil juridique qu'on a rappelé ce matin, de l'autre, un État récent, une langue qui est d'origine plutôt littéraire que régionale, qui n'a pas vraiment de lien avec le pouvoir, qui est fortement dialectalisée, et une politique linguistique indirecte et qui passe davantage par l'influence morale et culturelle. Deux modèles complets de politique linguistique. Politique implicite, politique explicite. L'État, la culture. Eh bien, je crois qu'on pourrait jouer de ces deux choses en s'aidant l'un l'autre, en mettant le curseur sur une langue ou l'autre. On peut mettre le curseur sur le français. Le français, c'est-à-dire le français tel qu'il est soutenu par la France, la Belgique, le Québec, enfin, la francophonie du Nord, comme on dit. Si l'Italie a besoin d'aide, il est certain que l'Italie est un pays, et j'en parle d'expérience, où l'on peut actuellement acheter un objet dont le mode d'emploi est seulement en anglais. L'Italie, pendant la pandémie, a vu une recrudescence des anglicismes. Les bases de Zanichelli, ont montré une proportion d'anglicisme multipliée par 6 pendant la pandémie. Et la Crusca le sait aussi. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème d'anglicisation de la société italienne, de sa parole, de ses textes. Or, il se trouve que les pays francophones disposent d'une expérience dans ce domaine, de concepts. Rappelez-vous les concepts que citait Paul ce matin, intelligibilité, égalité, d'appareil juridique. Si l'Italie souhaite, si elle le souhaite, se donner des normes plus explicites, nous pouvons avoir là une coopération dans ce domaine du normatif. Il me semble que c'est nécessaire, mais encore une fois, si l'Italie le souhaite, il y a là une possibilité de la part d'un pays qui a l'habitude de faire ça. Mais si l'on met le curseur du côté de l'italien, cette fois-ci, on voit une toute autre et tout aussi efficace coopération. Et c'est ma quatrième piste, je dirais, c'est dans le domaine de la société civile et de l'entreprise, et plus précisément en terminologie. La production terminologique belge, québécoise, française est remarquable, mais elle est très étatique. Elle est très étatique, que j'en parle d'expérience. C'est-à-dire les commissions ministérielles, la commission principale, l'avis donné par l'Académie française, tout ça est très efficace, mais relève de l'État. Ce que l'Italie pratique très bien, et parce qu'elle sait le faire, c'est-à-dire la production terminologique des entreprises. Le capitalisme italien, surtout le capitalisme du Nord, capitalisme de famille, a compris l'intérêt de la terminologie, ne serait-ce que pour défendre ses produits mieux définis. Il y a là comme on dit, une industrie diffuse. Il y a une production terminologique diffuse en Italie qui prend des voies et moyens qui peut intéresser les francophones.
cette façon de produire, d'avoir des réseaux d'entrepreneuriat tout à fait intéressants. Et je pense qu'on pourrait avoir là une collaboration entre une langue qui produit de façon étatique et une autre qui est la source d'une production terminologique plus diffuse, très efficace, et qu'il faudrait apparier. Et donc, je propose comme quatrième piste une collaboration terminologique différente, non pas disparate, mais avec des sources différentes, et chacun expliquant à l'autre comment il fait et comment ça marche. L'autre domaine, et ça sera ma cinquième piste, bien sûr, c'est l'intelligence artificielle. Et nous avons, nous les francophones, beaucoup à apprendre de l'expérience italienne. L'italien jouit d'une part d'une très grande tradition scientifique dans ce domaine. Et j'ai plaisir, puisqu'on me donne la parole, j'en abuse, j'ai plaisir à rappeler que c'est en Italie que le traitement automatique des langues européens a commencé. Je salue la mémoire du père Bouza, que certains ont peut-être connu ici. Le père Bouza a été le premier à mettre des textes littéraires et la Bible aussi dans un IBM méga 360. Et puis Antonio Zampoli qui a suivi, qu'on a évoqué ce matin, il y a là, et on l'a vu récemment avec les derniers chercheurs, il y a une tradition italienne de traitement de la langue remarquable, et qui fait que l'Italie est très importante pour le centre que fonde Paul à la cité de Villers-Cotterêts. Nous devons travailler avec les Italiens, comme mon maître Bernard Quemada a travaillé avec Zampoli. Et je voudrais saluer la mémoire de Bernard Quemada. Il aurait été heureux aujourd'hui, ça ma certo. L'italien jouit aussi d'une capacité, je l'ai dit, entrepreneuriale. On en a vu de très bons exemples, c'est-à-dire des petites entreprises, je ne dirais pas des start-up, des jeunes pousses, des entreprises innovantes qui montent des projets. On sait faire ça en Italie, on sait le faire en France. C'est le moyen d'avoir des très bons projets dans ce domaine. Et je crois que l'on pourrait, conjointement, France et Italie, financer, par appel d'offres, financer des projets dans ce domaine. Traitement automatique des langues dans le cadre de la diversité. Car, et c'est le dernier point, l'Italie est ancrée dans une culture ancienne, une tradition culturelle, de spécificité culturelle, la langue, tradition et innovation, et les projets italiens sont toujours dans une perspective de défendre la diversité, défendre la spécificité. On a là donc un contexte, un alignement de planètes, comme disait notre ami tout à l'heure, un alignement de planètes avec une tradition italienne importante. Au total, l'idée que j'ai eue comme témoin, et non pas comme grand témoin, comme témoin, c'est que cette complémentarité de langues si proches et si différentes est d'autant plus riche qu'elle se fonde sur un socle commun de traditions culturelles partagées, d'innovation, de respect des cultures. L'Italie et la France portent ensemble l'exception culturelle, c'est naturel pour vous, c'est naturel pour nous. La spécificité européenne des contenus, pour nous, il est évident que nous devons rappeler aux grandes bases états-uniennes que la culture existe, que la culture européenne est ancienne, qu'elle a des valeurs sur lesquelles nous ne céderons pas. La diversité. Pour conclure, j'espère n'avoir pas été trop long, je dirais que l'italien et le français, au travers de leurs similitudes et de leurs dissemblances, portent ensemble, au sein de l'Union européenne, les couleurs conjointes du plurilinguisme. Je vous remercie. Bravo et merci Bernard pour cette conclusion inspirante. Merci à tous pour votre fidélité et votre suivi passionné pendant toute la journée. Merci, à très vite, donc, comme nous le disions. Et puis pour ceux qui le peuvent, il y a un cocktail qui vous attend dans la galerie des Mouranes.